Et salut à tous, c'est Dazai et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'une des histoires d'évasion les plus folles du monde. Vous allez voir, les mecs sont super motivés et surtout super ingénieux. 200, c'est le nombre de prisonniers qui devaient initialement s'échapper. Ça va être une évasion sans précédent qui comportait d'énormes risques et qui exigeait la confiance des prisonniers et surtout un énorme travail d'équipe. Pour poser le contexte, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Allemagne nazie. À l'époque des camps de concentration, certaines personnes tentaient de s'échapper. Certaines y arrivaient et d'autres étaient rattrapées. Pour pouvoir contenir ces personnes qui tentaient de s'échapper, un camp fut construit, le Stalag Lufttrei. Ce camp est situé près de la ville de Zagan, dans l'actuelle Pologne. Ce qui fait que même si vous arriviez à vous échapper, vous vous retrouveriez en plein milieu de l'Allemagne nazie, avec un uniforme de prisonnier et sans savoir parler allemand. Autant dire que vous seriez pas allé bien loin. Mais bon, avant d'arriver à cette étape, il faut déjà sortir du camp. Et tout a été pensé afin de rendre une évasion impossible. Tout d'abord, il faut savoir que la plupart des fugitifs de l'époque réussissaient à s'enfuir en creusant des tunnels. Donc dans ce camp, on a tout fait pour empêcher les gens de s'évader de cette manière. Premièrement, les baraquements étaient surélevés, ce qui fait qu'il était impossible de creuser à l'abri des regards dans sa maison. Ensuite, dans l'hypothèse où vous trouveriez un moyen de creuser autre part à l'abri des regards, les Allemands ils ont mis en place un mécanisme assez inventif et efficace pour contrer ça. Si le sol était à première vue recouvert d'une couche de poussière grise, en dessous, le sol était en réalité constitué de sable jaune vif. Donc si jamais on repérait du sable soit sur le sol soit sur quelqu'un, c'était le signe que quelqu'un était en train d'essayer de creuser quelque part. En plus de ça, le sol était constitué de sable, donc la construction d'un tunnel semblait très complexe, puisqu'un tunnel de sable est peu solide et pourrait s'effondrer à tout moment. Passons maintenant à la sécurisation du camp en lui-même. Tout d'abord, bien évidemment, il y avait des tours de garde partout autour du camp, avec projecteurs pour éclairer la nuit, et une mitrailleuse dans chaque tour. La porte principale, elle était également équipée d'un fil d'avertissement, qui faisait retentir un signal si quelqu'un la touchait. Ensuite, le camp est situé près d'une forêt de pins, mais une grande plaine avec vue dégagée sépare le camp de cette forêt. Et les Allemands ils avaient pour ordre d'abattre toute personne qui se situait dans cette plaine. En plus de ça, encore une fois pour empêcher les évasions par tunnel, le camp était entouré de dispositifs de détecteurs de son sous le sol afin de détecter toute activité souterraine suspecte. Alors maintenant que le décor est posé, la question est de savoir comment nos compères se sont évadés. Déjà, il faut bien comprendre que c'est pas une évasion comme les autres. Ici, on parle pas d'une évasion de 2-3 personnes, mais bien d'une équipe de 200 personnes. C'était un plan massif et pour diriger tout ça, c'est Roger Bushell, surnommé Big X, qui va diriger le comité d'évasion. Le plan est simple, on va faire exactement comme d'habitude, c'est-à-dire s'évader en creusant un tunnel. Mais alors, au vu des éléments présentés avant, ça semble impossible de s'évader de cette manière. Sauf que nos prisonniers, eux, ils sont malins. On va donc prendre les problèmes un par un et tenter de trouver une solution. On commence par le problème des maisons surélevées. Le fait de pouvoir creuser à l'abri des regards dans un baraquement, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour pas se faire attraper. Les prisonniers y vivent dans 15 baraquements au total. Chacun d'eux comprend un poêle et des toilettes. Point important, le poêle et les toilettes sont tous les deux construits sur une dalle en béton qui donne directement dans le sol. L'idée, ça va donc être de creuser à l'intérieur de cette dalle de béton, sous le poêle, comme ça vu de l'extérieur, on a l'impression que tout est normal et on voit juste la dalle de béton comme d'habitude. En plus de ça, l'idée elle est parfaite pour camoufler l'entrée du tunnel. Les prisonniers ils avaient démonté le poêle pour pouvoir le déplacer. On l'enlevait donc pour laisser les gens rentrer, et on le reposait par-dessus pour cacher l'entrée. En plus de ça, le feu était toujours allumé, pour dissuader les gardes de s'en approcher de trop près, par peur de se brûler. On est donc au printemps 1943, et les prisonniers se mettent à creuser non pas un, mais 3 tunnels, pour augmenter leurs chances de succès. Ils les appelleront Tom, Dick et Harry. Ensuite, deuxième problème, les détecteurs de son. Ce dispositif, il va forcer les fugitifs à descendre à près de 8 mètres sous le sol afin d'être hors de portée des détecteurs. En plus de ça, afin d'être sûr à 100% qu'on les entende pas, ils mettront sur les parois des tunnels 1700 couvertures afin d'étouffer le bruit des travaux. Maintenant qu'on est descendu aussi bas, il va falloir commencer à creuser horizontalement pour pouvoir sortir du camp. Et on est rapidement confronté au premier problème, qu'est-ce qu'on va faire du sable jaune? Déjà, les personnes qui creusent, elles le feront nu, afin de ne pas avoir de sable sur leurs habits. Ensuite, on va creuser une petite salle qui nous permettra de stocker le sable temporairement, afin de pouvoir remonter le sable petit à petit. On reparlera de cette salle plus tard, elle nous permettra de faire pas mal de choses. Maintenant, il faut donc qu'on remonte le sable. Pour ça, les prisonniers vont utiliser des serviettes pour en faire des genres de chaussettes qui rempliront de sable. Une équipe qui surnommeront les pingouins, probablement à cause de leur manière de marcher, devront se charger de porter les sacs de sable sous leurs habits, et de les disséminer dans le camp. Pour ça, les sacs de sable, ils étaient designés pour qu'à l'activation d'un petit mécanisme, le sac se vide sous leurs pieds. L'équipe des pingouins devait donc faire mine de s'occuper des jardins et des plantations du camp pour pouvoir discrètement déverser le contenu des sacs. Tâche risquée puisqu'on estime que 1 tonne de sable devait être disséminée pour chaque mètre de tunnel. Et pour vous donner une idée, c'est à peu près 230 tonnes de sable qui ont été jetées au total. On a donc un mécanisme bien ficelé, mais on rencontre vite un nouveau problème, la luminosité. Et oui, puisqu'au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le tunnel, on voit de moins en moins, et donc il faut de la lumière. Pour ça, dans un premier temps, l'équipe va se servir de boîtes de lait en poudre fournies par la Croix-Rouge
afin de sculpter des outils pour creuser mais aussi pour fabriquer des lampes. Ils vont remplir ces boîtes de graisse de mouton récoltées dans des plats que leur servaient les officiers allemands afin d'en faire une lampe allumable avec un briquet. Pas mal mais pas suffisant. On se rend vite compte qu'on va rapidement manquer de quelque chose d'autre, c'est d'oxygène. Eh oui, puisque le tunnel il est pas aéré. L'air il se renouvelle pas, et non seulement les personnes qui creusent consomment de l'oxygène, mais en plus les différentes lampes qui brûlent consomment aussi de l'oxygène. Pour pallier à ce problème, les prisonniers vont prendre deux mesures. La première, la plus risquée, c'est de remplacer les lampes actuelles par des ampoules à électricité. Et pour ça, des membres de l'équipe vont se charger de voler et de détourner un câble électrique du camp afin de pouvoir alimenter en électricité le tunnel. Le problème des lampes qui consomment l'oxygène, il est résolu, mais c'est pas suffisant, puisque sans aération, le tunnel finira quand même par se retrouver privé d'oxygène. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire dans cette situation? Réponse A, j'abandonne. Réponse B, je construis une pompe à air. Réponse C, je creuse en espérant que ça tiendra le coup jusqu'à l'évasion. Réponse D, je cherche des bouteilles d'oxygène. Et c'était la réponse B, je construis une pompe à air dans un camp de concentration. Ouais, vous avez bien entendu. Alors pour ça, ils vont utiliser un plan de contrebande afin de fabriquer cette machine avec des bâtons de hockey, des sacs à dos et des raquettes de ping-pong. Ils la mettront dans cette fameuse pièce de stockage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ils utiliseront les boîtes de lait en poudre pour en faire un tuyau qui remonte à la surface afin de pomper de l'air de l'extérieur. On estime que c'est près de 1400 boîtes qui seront utilisées pour construire des outils, des lampes et le fameux tuyau d'aération. À partir de ce moment-là, il y aura toujours une personne qui sera chargée de pomper dans le tunnel pour être sûr qu'il y ait de l'oxygène en permanence. Au début, je vous ai aussi parlé du problème du sable concernant la solidité du tunnel qui pourrait s'effondrer. Et bah pour empêcher ça, ils vont arracher près de 4000 planches de bois de leur lit pour construire une structure de bois qui maintiendra le tunnel. Maintenant que tout est en place, il va falloir creuser. Il faut aussi s'assurer que personne découvre Tom, Dick et Harry. Et pour ça, une équipe sera chargée de surveiller l'arrivée des gardes. Pour ça, ils ont étudié le comportement de tous les gardes, et ils ont identifié ceux qui étaient facilement distrayables avec une petite tasse de café, et ceux qui sont plus rigoureux. Pour ces personnes-là, ils ont développé tout un langage codé afin de se prévenir entre eux quand un garde s'approchait des tunnels, comme par exemple faire ses lacets, tourner la page d'un livre, etc. Ok, maintenant le tunnel avance bien, mais plus il avance, plus c'est long de se déplacer dans le tunnel. Surtout que c'est un tout petit tunnel dans lequel on passe à peine, donc pas facile de se déplacer. Et donc puisqu'apparemment on n'est plus dans une évasion mais dans un RP Minecraft, ils vont construire des rails en bois dans le tunnel avec un chariot et une corde pour se déplacer et transporter le sable. Bon là, on est bien, on approche de la fin du tunnel et il reste un point à prendre en compte. Comment on va se fondre dans la population une fois qu'on est évadé? Pour ça, deux équipes vont être formées. La première, ce sera l'équipe de faussaires, chargée de créer des faux papiers. Pour faire des tampons, ils utiliseront les talons de leurs bottes qu'ils sculpteront pour en faire un tampon. Ils soudoieront également des gardes avec des produits donnés par la Croix-Rouge, indisponibles en Allemagne, afin d'obtenir un appareil photo qui servira à faire des photos d'identité. Et ils obtiendront aussi les horaires des trains alentours. Ce point il est important, on met ça de côté et on garde ça pour plus tard. La deuxième équipe sera l'équipe des tailleurs, chargée d'utiliser les draps et les vêtements des prisonniers pour en recoudre de nouveaux qui seront utilisés comme vêtements civils afin de se fondre dans la population. Sauf que problème, les Allemands vont finir par découvrir un des tunnels, Tom. Ils vont appeler des photographes afin de leur montrer leur découverte et surtout montrer qu'il est impossible de s'évader. Sauf que pendant ce temps-là, ce dont ils se doutent pas, c'est qu'il y avait encore deux autres tunnels. À ce moment-là, les prisonniers décident d'utiliser Dick comme espace de stockage et de concentrer tous leurs efforts sur Harry, qui sera achevé à la fin de l'hiver 1944. Ok, tout est prêt, on peut passer à l'évasion. Pour commencer, la plage horaire sélectionnée est du 23 au 25 mars 1944, pour qu'il fasse le plus sombre possible parce que c'est le moment de la nouvelle lune. Si vous vous souvenez, on a récupéré aussi la liste des horaires de train, et en raison du trafic ferroviaire, les prisonniers choisissent la nuit du 24 mars. Il faut maintenant déterminer dans quel ordre les 200 personnes vont s'évader. Pour ça, Big X décide des 25 premiers en fonction de leurs compétences linguistiques et surtout de ceux qui avaient joué un rôle important dans la préparation de l'évasion. Ok, il est 22h, c'est l'heure, les prisonniers ont commencé leur sortie. Faut bien comprendre que le processus est très long, puisque pour se déplacer dans le tunnel, on utilise le système de chemin de fer. Mais on peut passer que un par un, et le wagon il se déplace à la force des bras. Vers 22h30, dans la nuit glaciale et sans lune du 24 mars 1944, le pilote de bombardier britannique Johnny Bull traverse lentement le tunnel sous les gardes nazis inconscients. Il sort la tête du sol enneigé, au-delà de la clôture des camps. Alors qu'il respire l'air glacial et remplit ses poumons de liberté, le prisonnier trempé de sueur il découvre que le tunnel s'est arrêté à quelques pas de la couverture protectrice de la forêt. Cette erreur, elle va ralentir le processus d'évasion. Ceux qui sortaient du tunnel, ils devaient attendre le signal d'un évadé déjà dans la forêt. Et malheureusement, c'est ce qui a définitivement anéanti les plans visant à faire sortir les 200 hommes au complet. À 5h du matin, lorsque le 77e fugitif sort, il est repéré et abattu par un garde allemand. Un soldat allemand découvre donc le tunnel. Tous les prisonniers qui s'étaient pas échappés ont pris peur et sont retournés dans le baraquement et ont brûlé leurs faux papiers. Les 76 premières personnes qui avaient réussi à fuir dans les bois finissent eux par atteindre l'intérieur du territoire occupé par les nazis. Malheureusement, sur les 76,
23 seront capturés et renvoyés au camp. Plus tard, 50 autres seront capturés et Hitler ordonnera à la Gestapo et au SS de les exécuter de sang-froid. Big X en faisait partie. Si vous avez bien compté, 76 moins 23 moins 50, ça fait 3. Il reste donc 3 fugitifs. Et bah pour eux, ça se finit bien. Ils parviendront finalement à atteindre des pays neutres et ils survivront à la guerre. Voilà, donc ça se finit pas forcément bien pour tout le monde, mais on a quand même 3 personnes qui ont pu s'évader du camp, dont je rappelle il était censé être impossible de s'échapper. C'est un exploit qui a pu être rendu possible grâce à une collaboration entre 200 prisonniers qui ont fait preuve d'un sang-froid et d'une extrême ingéniosité. Je trouvais cette histoire assez incroyable et j'avais envie de vous la partager. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également me soutenir en likant et en vous abonnant à ma chaîne. Moi je vous souhaite une super journée, allez bisous l'équipe.